vue géopolitique, on va se poser cette question, va-t-on assister au cours des prochaines années à un renforcement de la confrontation entre la Chine et l'Inde, et voire même une inversion des niveaux de richesse? Alors que l'Inde a d'ores et déjà supplanté la Chine sur le terrain démographique, les deux colosses pourraient désormais s'affronter très prochainement sur le terrain économique. En effet, selon plusieurs institutions économiques et financières internationales, l'Inde a tout pour devenir, d'ici à 2030, la troisième économie mondiale. Pour autant, aujourd'hui, l'Inde est la cinquième puissance économique mondiale, mais le pays affiche depuis plusieurs années une bonne santé économique malgré d'immenses obstacles comme la pauvreté et la surpopulation. Signe de l'attractivité de l'économie indienne, les investissements directs étrangers, les IDE, ont bondi ces dernières années, passant de 36 milliards de dollars en 2014, lorsque le Premier ministre Narendra Modi a été élu pour la première fois, à 70,9 milliards de dollars au cours de l'exercice dernier. Par ailleurs, en pleine guerre froide technologique, l'Inde fait également de gros efforts pour encourager les investissements des fabricants de puces américains. Or, à mesure que l'Inde avance, la Chine fait, elle, du surplace et fait face à des difficultés croissantes sur la scène mondiale, les États-Unis menant la charge pour isoler la deuxième économie mondiale. Aux États-Unis, selon des données publiées hier par le département américain du travail, entre le 7 et le 13 janvier dernier, 187 000 personnes se sont inscrites sur des listes pour percevoir une allocation chômage. C'est un plus bas depuis septembre 2022. Ce chiffre révèle donc une baisse de 16 000 unités par rapport à la semaine précédente, et c'est surtout une donnée qui va à l'encontre des modèles prospectifs des économistes, puisque le consensus tablait, lui, sur 208 000 nouvelles inscriptions selon MarketWatch. Le marché du travail américain reste donc solide, ce qui ne devrait pas inciter la Fed a effectué son pivot à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire les 30 et 31 janvier prochains. Toujours aux États-Unis, la menace d'un shutdown semble désormais totalement écartée, et ce même s'il ne manque plus que la signature de Joe Biden pour valider totalement le budget provisoire de l'État fédéral. Après la Chambre haute du Parlement américain, un peu plus tôt dans la journée d'hier, la Chambre des représentants a adopté le texte pour que le financement de plusieurs administrations fédérales, qui devaient arriver à expiration ce soir à minuit, soit prolongé pour 6 semaines, et ce jusqu'au 1er mars. Le vote de ce budget, qui n'a pas été un long fleuve tranquille, a marqué les divisions profondes au sein du Parti républicain, les plus conservateurs insistant sur leur souhait de coupes budgétaires importantes comme condition pour accepter de soutenir le financement du gouvernement. Mais au-delà du financement de plusieurs administrations américaines comme le transport et l'énergie, cette prolongation est en réalité un délai accordé aux membres du Parlement, délai qui doit leur permettre d'élaborer des projets de loi de dépenses pour l'ensemble de l'année fiscale 2024 d'un montant global de 1 660 milliards de dollars, un niveau convenu plus tôt ce mois-ci par les dirigeants des deux partis. Dans la zone euro, ont été publiées les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE hier. Et qu'en retenir? Eh bien, que ses membres sont confiants dans le retour de l'inflation à sa cible de 2%, mais que le chemin reste encore semé d'embûches, ce qui justifie un niveau de taux toujours restrictif. Selon le Conseil des gouverneurs, l'incertitude sur les perspectives de croissance et de dynamique des prix persiste, ce qui implique qu'ils doivent tempérer les ardeurs des marchés financiers qui, eux, parient sur un assouplissement rapide. Je vous rappelle que les investisseurs s'attendent désormais à des baisses de taux cumulés de 135 points de base en 2024, alors qu'ils tablaient encore sur 150 points de base en début de semaine. Cette révision s'explique par les nombreuses déclarations restrictives ces derniers jours de responsables de politique monétaire. Enfin, c'est malheureusement un constat auquel les observateurs s'attendaient pour l'exercice 2023. Mais s'agit-il d'un simple effet rattrapage post-quoi qu'il en coûte ou bien d'une simple normalisation? Toujours est-il qu'après 2 années de mise sous perfusion d'aides publiques post-crise Covid, le tissu économique local français est revenu sur terre en 2023 et les défaillances d'entreprises ont bondi au cours de l'exercice passé. Avec près de 57 000 procédures, dont 50 000 collectives, le nombre de défaillances a donc explosé de près de 35%. Sans surprise, c'est l'ensemble de la filière immobilière qui a été le plus touché. En effet, le nombre de défaillances d'agences immobilières a bondi de 116,7% en 2023. Quant au secteur de la construction, le nombre de défaillances a bondi l'an dernier avec une augmentation de 40,7% à 14 112 dossiers, de telle sorte que la construction a représenté
près du quart des faillites d'entreprises. Mais ce qui est le plus alarmant, c'est la hausse des procédures débouchant sur une liquidation, puisque selon le cabinet Altares, le nombre de faillites s'élève à 17 000, ce qui constitue un record depuis 1993. Mais alors que selon les dernières études, la politique de soutien aux entreprises mise en place par le gouvernement en mai 2020, les fameux PGE, a évité un tsunami de défaut de paiement jusqu'à 40%, eh bien, nous avons appris en début de semaine que le dispositif a été reconduit pour 3 années supplémentaires. Je vous rappelle que sur 107 milliards d'euros octroyés aux TPE-PME depuis 2020, 50 milliards de crédits ont été intégralement remboursés. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés actions ont clôturé dans le vert. Un vert bienvenu après 3 séances consécutives dans le rouge. Les investisseurs rassurés par le contenu des minutes de la BCE, les banquiers centraux européens se montrant confiants quant à un retour de l'inflation dans son lit de 2%. À Paris, la cote a été tirée par le secteur des semi-conducteurs après le repli moins prononcé qu'anticipé des profits de TSMC. Le luxe a également été pourvoyeur de performances positives, secteur porté par les ventes solides de Richemont. Résultat, le CAC 40 a pris 1,13% à 7 401 points. À Francfort, le DAX a gagné 0,8% à 16 562 points. À Londres, le FTSE s'est apprécié, lui, modestement de 0,17% à 7 459 points. Les investisseurs outre-Manche ayant accordé plus d'importance que leurs homologues européens à la publication des données hebdomadaires sur le chômage aux États-Unis, publication qui repousse les anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Aux États-Unis, les marchés actions ont fini la journée dans le vert, portés par l'enthousiasme des investisseurs sur les prochaines fonctionnalités d'intelligence artificielle. Cependant, la hausse a été freinée par la hausse des rendements obligataires dans le sillage des mises en chantier et des données sur l'emploi plus élevées que prévu. Le Dow Jones a pris 0,54% à 37 468 points. Le S&P 500 a gagné 0,88% à 4 780 points. Enfin, le Nasdaq Composite, c'est lui donc étoffé de 1,35% à 15 055 points. En Asie ce matin, boosté par les valeurs tech, le Nikkei s'est apprécié de 1,4% à 35 963 points. En France, alors que le SBF 120 s'est apprécié de 1,08%, il a bien été aidé en cela par Soitec, dont le titre a gagné près de 5% à 140 euros. Comme l'ensemble du secteur de la tech, l'action du groupe a été portée à la fois par le bénéfice net de TSMC au T4 2023 qui a moins baissé que prévu, mais surtout par les guidance solides du groupe taïwanais. À l'inverse, Atos a plongé de 11,31% à 3,69 €, les investisseurs pénalisant toujours le titre après qu'il ait appris que la cession de Tech Foundations à Daniel Kretensky était sérieusement compromise. Sur le Forex, le recul plus prononcé qu'anticipé des inscriptions hebdomadaires au chômage a été favorable au dollar. L'euro a ainsi reculé de 0,17% à 1,0862. Sur le marché des rendements obligataires, les opérateurs continuent d'ajuster leur modèle d'anticipation de baisse des taux directeurs de la Fed et de la BCE. Résultat, les taux souverains ont peu évolué hier. Le rendement du Bund à 10 ans a gagné un petit peu plus de 3 points de base à 2,308%, alors que celui du Bund à 2 ans a fait du surplace à 2,684%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement du trésorier à 10 ans prenait un petit peu moins de 2 points de base à 4,1209%, contre un recul de 1 point de base pour le taux à 2 ans à 4,344%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été tirés vers le haut après de nouvelles frappes américaines contre les Houthis Yémen et après des combats entre l'Iran et le Pakistan. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a donc pris 1,56% à 79,10 $ le baril. Son équivalent américain pour livraison février a lui avancé de 2,09% à 74,08 $ le baril. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 19 janvier 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, nous allons retrouver Antoine Quesada qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur Téléfinance.